bonjour. Au nom du père, du fils et J.M. Weston, Julien Mabiala-Bissila, la genèse du projet, brièvement, je voudrais vous présenter très rapidement le projet avant de laisser la parole à Julien qui va vous en lire un extrait. Peut-être vous redire précisément à quel endroit on travaille au Tarmac, qui est un lieu un peu singulier en France, vous le savez peut-être pour certains, un théâtre un peu particulier, puisque nous sommes missionnés sur un champ tout à fait particulier, une fois encore. Nous accompagnons la création contemporaine du monde francophone en dehors de la France. C'est-à-dire que nous sommes à la fois un centre de production, un lieu d'accueil pour les équipes qui viennent donc de ce vaste ensemble qui constitué d'environ 70 pays et qui ont en partage la langue française et qui, je dirais, font vivre, font vibrer et font avancer et bousculent beaucoup la langue française. Vous allez en avoir l'illustration dans quelques instants. Alors, Julien Mabiala, on l'a rencontré en 2006 à Brazzaville, d'où il est issu. Il s'inscrit dans la longue lignée de cette littérature absolument incroyable qui est la littérature de Brazzaville, dont hélas on méconnaît quand même beaucoup vraiment les talents. Il y a évidemment Sony Laboutancy, dont on célèbre cette année les 20 ans de la disparition, qui est un auteur absolument majeur de la littérature et du théâtre. Et puis, il y a les Emmanuel Dongala, Léandre Alain Bacquer, Kaya Makele, Alain Mabankou, j'en passe, et des meilleurs. Et il y a Dieudonné Nianguna, et il y a Julien Mabiala-Bissila, qui aujourd'hui est un auteur qui commence à être reconnu, Julien, puisqu'il vient d'obtenir le prix RFI du théâtre. Il a également été lauréat des Journées de Lyon des auteurs. Et donc, il a écrit ce texte au nom du père, du fils et J.M. Weston dans une réflexion sur l'après-guerre. Alors, brièvement, sans être trop didactique, le Congo-Brazzaville, c'est le tout petit Congo, excuse-moi, qui est situé à côté du très grand Congo RDC, République démocratique du Congo, donc de Kinshasa, pays qui a été traversé par des guerres civiles meurtrières, 93, 97, 98, et qui a aussi est à l'origine d'un mouvement assez, comment dirais-je, atypique, qui est un mouvement artistique, aussi un mouvement de pensée, je dirais, qu'on appelle la SAP, les sapeurs. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Société des ambianceurs et personnes élégantes, voilà, c'est un acronyme, et ça a aujourd'hui complètement colonisé la langue française, une fois encore, les apports de la francophonie. Et donc, ce sont ces personnes, et on va vous montrer une brève vidéo pour vous expliquer un petit peu le mouvement, donc c'est un mouvement qui existe essentiellement en temps de paix, qui est très présent dans la communauté brazzavilloise, et qui est au cœur du texte de Julien. On peut regarder un petit bout de vidéo. Est-ce que c'est... je vois pas les signaux. C'est assez... Et à mon âge, j'ai 78 ans. Et la SAP, je vieillis pas. Je suis toujours jeune. After years of civil war, peace has returned to Brazzaville. And with it, a group of extraordinary men, the Sappers, the Society of Elegant Persons of the Congo. They have a simple philosophy to defy circumstance and live with joie de vivre. Moi, je suis de la lignée des sapeurs. Notamment mon père d'abord, ensuite mes frères et moi-même, et même mes fils aussi, voire même mes petits-fils le seront. C'est comme ça la vie d'une star. On ne doit pas mettre la même tenue à chaque fois. On ne doit pas avoir la même coiffe tous les jours. Il faut changer. Quand un sapeur est habillé, à travers nous, celui qui avait un souci de l'oublier. La SAP, c'est une chose que j'ai commencé à faire avant que je sois même policier.
Ce don de créativité, je l'ai, c'est parce que je consulte beaucoup les bouquins et je suis souvent les documentaires. Celui-ci, je quitte, je m'étais inspiré au prince Charles. Être sapeur n'est pas question d'argent. Nous nous empruntons des vêtements, comme on le dit toujours. Ce n'est pas la valeur de l'habit qui compte, mais c'est la valeur de l'homme qui le met. Je suis artiste peintre, au mieux d'être sapeur. Même si j'ai pas des sous dans la poche, il suffit que son costume, cravaté, franchement, ça met très à l'aise. Le sapeur doit savoir respecter les gens. Et un sapeur, c'est une personne polie, pas vulgaire. Je ne vois pas qu'une personne qui est bien habillée, qui est dans cette histoire de la SAP, puisse se permettre encore d'aller pratiquer la violence, les bagarres, toutes ces choses-là. Ça ne tient pas avec la SAP. Donc la paix aide beaucoup pour notre SAP, effectivement. Et regardez, dernièrement, quand il y a eu la guerre, on a tous abandonné le SAP, on est parti. Donc là-dedans, là où j'avais enterré toutes mes nippes, donc des costumes, des paires de chaussures et tout, des chemises, des cravates. Mais à la fin, quand nous sommes revenus de la guerre, j'ai essayé de récupérer, de voir ce qu'il y avait là-dedans. En tout cas, ce n'était que de la poussière et maintenant de la terre parce que il y avait la chaleur et puis les articles au contact de la terre, vraiment, ça n'avait plus d'effet. C'est comme un cimetière, hein, comme si vraiment il y avait quelqu'un que j'avais enterré là. Peut-être brièvement, on a souhaité vous présenter ce bref documentaire, comme vous le voyez, qui a été fait par Guinness, parce que c'est un mouvement qui inspire beaucoup, y compris les grands créateurs de mode. C'est un mouvement qui n'existe qu'en temps de paix et qui est au cœur du texte de Julien, puisqu'il s'agit de deux frères au lendemain de la guerre qui vont chercher la paire de Weston. Donc, ce sont ces chaussures de luxe françaises dont vous avez vu que collectionnent les sapeurs, qu'ils ont enterrées dans la parcelle du père. Oh, ouais. Je te laisse. Donc je te laisse enchaîner. Mais c'est vrai qu'en regardant ce petit documentaire un jour, parce que ça a été réalisé il n'y a pas longtemps par Guinness, la coïncidence était étrange quand même. C'est comme si vraiment ça parlait déjà de ma pièce. C'est incroyable. C'est l'acteur avec qui je travaille m'appelle et dit: Julien, va sur Internet, il y a un truc, c'est incroyable. C'est comme si ça parlait de notre pièce, alors que la pièce avait déjà été écrite il y a longtemps, depuis 2011. Juste pour dire, avant de commencer la lecture, c'est que j'ai grandi avec ça. Hein. On voyait ça. Excusez-moi, c'est bizarre de ne pas voir les gens. Excusez-moi. Je ne vous vois pas. Oh, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, merci. Merci beaucoup. Je disais que j'ai grandi en regardant ces sapeurs, mais bon, ça ne me disait rien. On a vu des sapeurs dans nos quartiers tout le temps. Mais c'est après la guerre, surtout après la guerre, que ça a attiré mon attention. C'est que moi, j'ai passé les 4 ans dans la forêt, comme tout le monde. Puis un bon jour, quand il y a eu les couloirs humanitaires, je suis sorti par l'un des couloirs. Je suis arrivé dans la ville. C'était triste parce que déjà, la première des choses qui réunissait vraiment les gens à Brazzaville, par exemple, c'était le foot, le stade et tout ça. Bon, le foot, il y avait encore, je crois, des arbres au milieu du terrain, des palmiers qui avaient poussé, des choses comme ça. Et c'était une forêt dedans. Et on avait ce spectacle, ces gens qui ont pris leur courage de remettre des vestes, des cravates, de faire des parades dans les rues. Et là, petit à petit, les gens sortaient pour les regarder toute la journée, et c'était la seule
distraction, si vous voulez. On ne se regardait pas vraiment comme ça, parce que de toute façon, la guerre, ça s'est passé entre voisins, mais les gens qui revenaient dans les quartiers avaient tous un même regard vers ces sapeurs. Et là, je me suis posé la question, des questions que je me posais déjà, pourquoi tant d'importance autour des chaussures, des vestes, alors que vous voyez bien, leur douche, c'est pas vraiment l'endroit où on peut prendre des douches, il y a pire que ça, mais c'est des chaussures, je me suis renseigné, ça coûte entre 2000 et 6000 euros, mais ils y dépensent quoi. Ils travaillent beaucoup, ils travaillent très dur pour payer ces paires de chaussures. Ils ont plein de vidéos sur YouTube, des choses comme ça. Et je me suis posé la question, mais là, c'était important pour voir que c'est eux qui ramenaient quand même un esprit de paix. Pour une fois, ils étaient au cœur, ils étaient importants, et j'ai voulu rendre hommage à ces gens, parce que même si je ne comprenais pas leur mouvement, et autour de ça, j'ai profité aussi de régler quelques problèmes avec moi-même pour tout ce qui s'était passé pendant la guerre. Bon, je vais passer à la lecture, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et de J.M. Weston. Chris et Cross, deux frères dans les décombres de la guerre civile qui a ravagé leur pays, partent à la recherche du trésor enfoui avant la débandade. Une paire de J.M. Weston, indispensable emblème de leur passé de sapeurs. Ils creusent et se souviennent des horreurs que leurs familles et eux-mêmes ont vécues. L'histoire douloureuse d'un pays traversé par le colonialisme, la dictature, puis la violence de la guerre civile. Une quête menée tambour battant par des acteurs aux verbes virtuoses. C'est un commentaire. Chris Cross, Bayous, l'homme à la contrebasse. Souffle 2. Oui, je commence par le souffle 2, je suis désolé. Avant, la mosquée du dialogue était d'abord un bar, puis c'est devenu une église et enfin une mosquée, et puis encore un bar, je crois. Non, avant c'était une église, puis c'est devenu une mosquée et enfin un bar. Non, je pense que c'est le contraire, un bar, une mosquée, ensuite une église, puis encore un bar, voilà, non, je ne suis pas sûr, mais enfin, pas vraiment sûr. Écoutez, ce qui n'a pas vraiment changé, c'est que le curé, l'imam et le barman, ça a toujours été la même personne jusqu'à nos jours. Oui, c'est vrai. Après la mosquée du dialogue, plus loin venait le collège. Ah oui, c'est ça, le collège. Et derrière le collège, on avait une vue magnifique sur le fleuve avec ces hippopotames qui prenaient de bains de soleil sur le sable. Ah, les hippopotames, j'avais oublié, mon Dieu, les hippopotames. Impressionnant, ces hippopotames. Parce que d'habitude, les hippopotames ont la réputation d'être agressifs. Mais ceux du fleuve, derrière le collège, oh là là, ces hippopotames, ils avaient le sourire jusqu'au cul. Ah ouais, ça va, ouais, on peut le dire, ouais, mais c'est pas pudique pour des hippopotames sympas. On dirait plutôt qu'ils avaient le savoir-vivre. Ils venaient jusque dans les rues, rentraient dans les parcelles. Avec leur masse de chair, les femmes leur donnaient des feuilles de sakasaka ou des patates douces. En échange, les hippopotames adoraient s'amuser avec les chiens. Ah oui! Et quand les gosses criaient « Ouvre ton cul !» Eh bien, Madame l'hippopotame faisait de son popotin un vrai spectacle. Ah ouais, c'était étrange. Ah, surtout, c'était énorme! Mais vraiment énorme, le spectacle. Ah ouais. Putain, on séchait le cours d'anglais pour le cul de l'hippopotame. Ah ouais, sacrée époque. Hein. Puis sont arrivées les années de concerto pour calage. Oh putain. Ouais. Nous, après ces années grises de concerto, la première des choses était de retrouver dans ce grand chaos l'odeur du cirage. Juste ce parfum, ça calmait en nous tout ce qui bougeait. C'était quelque chose, le cirage. Ça me revient.
C'est fou, hein, comme toute une vie peut rentrer dans un parfum de cirage. Vraiment fou, incroyable. Les caresses de la brosse sur le cuir. D'abord le geste, hein, doucement, puis ça s'accélère. Puis plus vite, puis encore plus vite. Et hop, ça respire, épuisé. Le cuir, ce contact, cette musique, ce va-et-vient, c'était pas rien. Ah, le discours de la méthode sur la règle de 3 couleurs, le charme de la cravate, lacement autour du cou. Oh, non, on laisse tomber, c'est pas le sujet. La copine de maman, celle qui était mince en haut, et Mère Mado. Pourquoi? Mais la maison de Mère Mado et celle de maman étaient... Bon, voilà, Mère Mado, c'était genre cougar tropical aux allures d'un coucher de soleil. Vous voyez le plan? Mortel. Ben, c'était la femme de Tonton Bayous. Ben, je m'en fous. Hein? C'était une allumeuse. On n'avait rien demandé. Et puis, c'est l'ex-femme de Bayous, pas de Tonton Bayous, pas mon tonton. Ok, d'accord. Le bar derrière la nouvelle maison de maman était côte à côte avec la maison de Mère Mado. C'était quoi déjà le nom de ce bar? Le séchoir, je crois. Ben non, pas le séchoir. La passoire, je pense. Ben, la passoire. Non, pas la passoire. Peut-être la foire ou le mouroir. Mais non, plutôt le miroir. Putain, pas ça. Mais quelque chose dans ce sens. Si on retrouve ce bar, on a la maison de maman. Et là, on retrouve l'avenue du collège, la rue de Barnabé. Et la suite, ah merde, je ne sais plus comment arriver sur la mosquée du dialogue. Mais enfin, la maison de mon père est tout juste sur la rue, derrière la mosquée du dialogue. Ah, le fleuve, le lycée de la réconciliation sur la droite, plus loin le dispensaire, puis à 500 mètres le célèbre bar, le miroir, le mouroir ou la passoire, je ne sais plus, et sur la gauche la maison du couple Bayous et Mère Mado. Derrière Bayous, tu as la nouvelle maison de maman, puis quelque part vers là, à l'angle, badaboum, tu as la maison de Barnabé, et boum, la grande avenue, 2 rues après le marché Stella, l'usine et tout le tralala, au bout, l'avenue, la mosquée du dialogue, puis tout juste derrière la mosquée, la parcelle de papa. Je vois le trou, je vois les chaussures. Messieurs, s'il vous plaît, savez-vous où se trouve le lycée de la réconciliation? Non? Et la mosquée du dialogue, s'il vous plaît? S'il vous plaît, savez-vous où se trouve la mosquée du dialogue? Oui, la mosquée du dialogue. Le lycée de la réconciliation. La réconciliation avec qui? Je ne sais pas, c'est le nom du lycée. Vous avez une idée ou pas? La mosquée du dialogue. Attendez. Mosquée du dialogue. Attendez, on n'est pas nombreux à sortir de l'académie humanitaire avec les épaules sur la tête. La mosquée du dialogue. Je vois. Enfin, je crois. Prenez la première sur la gauche. Attendez. Je pense qu'ils ont construit un autre truc sur la place. Bon, vous longez l'avenue jusqu'au feu rouge. Enfin, le feu rouge... Le feu est vert, mais c'est pas grave parce que le jour où c'est tombé en panne, il était vert et c'est resté vert. Donc, sur votre gauche, vous verrez... parce que... Merde. Parce qu'il y a quelques années, je rentrais dans cette ville sans mémoire et qui était pourtant la mienne, sans pourtant qu'elle me dise quelque chose. Je me trouvais devant la mosquée du dialogue, un bar ou une église, je ne sais plus. Bon, quand c'est pas un bar, c'est forcément une église évangélique, dite église de réveil. Hein. Oui, parce que pour ce qui est de réveiller les gens à 6 heures du mat avec leurs tambours et chants débiles, ces églises font vraiment le poids de leur nom. Bon, passons. Après le feu, prenez la première sur la droite. Longez les petites buvettes ambiance carnivore, explosion de la rumba aux guitares névrosées. À votre droite, vous verrez une foule et devant la foule, un homme chauve, torse nu, on l'appelle homme sans chemise. Il est toujours là, debout, il a toute sa tête. Hein. Sauf que le mec picole mort. Un vieux disait, si ce pays a survécu, c'est parce qu'il coule encore de la bière dans ses veines. Hein. Ça, c'est la force des gens de chez moi. Ah oui, vous avez beau tuer ces gens toute la journée, le soir, les survivants échantillons d'une mort métissée, la gueule en cavale, la veste Yves Saint-Laurent en lambeaux, des morceaux de chair parfumés d'un Chanel, les voilà qui se mettent à ramper jusqu'au bar d'à côté, arrivent au comptoir et avec le peu de souffle qui leur reste dans les jambes, ça hurle « Une bière du pays !» Eh ben
Je vois que vous êtes vraiment d'ici, j'adore ces gens. Hein? Et le barman, lui, avec sa tête à moitié brûlée par une bombe mal éduquée qui manquait de savoir péter, répond « payer avant d'être enterré ». Ces gens-là sont costauds et ça, c'est du lourd. Eh bien, tue-moi ce soir et demain matin, mon cadavre viendra injurier ta maman et le nom du bar derrière l'homme sans chemise. Comme c'est curieux, après une guerre, les gens ne savent plus quel nom choisir. Hein? J'ai rencontré un enfant à Back City qui s'appelait « Ton père nous a abandonnés pendant cette guerre, c'est pas grave, mais jure-moi mon fils que tu ne toucheras jamais aux armes car 2 de tes frères en sont morts, Gabriel. » C'est dingue, hein? Bon, passons. Bon, devant ce bar, vous verrez la foule qui se bouscule. Ce sont les nouveaux cuveurs qui attendent l'heure de la relève. Mais bon, vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Derrière le comptoir, une porte rouge. Sur la porte est inscrit bloc opératoire. Le bar est presque vide. Enfin, juste quelques 200 personnes environ. Mais la piste dansante, elle, est vraiment vide. Normal, il est 7 heures du mat. Juste un couple de vieux qui chauffe la piste refroidie, et ceci dans un coupé décalé sans pesticides. Chaque matin, ce couple mouille le maillot, comme on dit chez nous. Un couple d'ivrognes célèbres qui se tortillent sur la piste comme des vers de terre dans un bain de sel. Eh oui, vous aurez l'impression de voir le thon couché sur une pelouse agonisant, des secondes amputées, presque coagulées, des semaines résistantes, du vent qui court, des rues têtues. Je n'avais jamais vu des vieux de leur âge danser aussi bien. Putain, normalement, c'est pas normal. La vieille, par exemple, habillée d'un ensemble kaki difficile, signé Jean-Pierre Cardin, rentre souvent dans une transe bilingue. Elle saute sans décoller des pieds. Eh bien oui, normal, elle chose que des J.M. Weston en croco. Eh bien le crocodile, c'est pas un papillon, c'est un reptile. Normal que ses pieds ne décollent jamais du sol. Eh bien la vieille a le code. Ah, c'est important le code. Hein. Ici, la SAP, c'est du sérieux. Hein. Et puis, il y a l'alcool, parce que ceux qui sont dans ce bar, ça fait 7 jours, jour pour jour, qu'ils boivent. Faut quand même pas déconner avec la santé, quoi. Hein? Et la foule qui attend, la soif grande comme une montagne. Vous verrez les clients éreintés, vider le bar en grognant. Ah ben ça fait pas longtemps qu'on est là-dedans, à peine une semaine qu'on boit, alors c'est quoi la démocratie? Bah, une semaine, et les mecs ne sont pas du tout contents, alors que la loi n'autorise que 3 jours de quitte par citoyen. Hein? Ah, on voit bien que les mecs ne lisent même pas la constitution de leur pays. Hein? Mais derrière vous, vous entendrez l'homme sans chemise hurler. Ah, 10 bouteilles de bière pour moi, 10 bouteilles! Le mec marche déjà la tête en bas, les pieds en l'air. Et quand on lui demande pourquoi cette locomotion, parce que l'habitude, c'est quand on a sa cuite au plafond et qu'on voit les choses au verso, qu'on a le droit, selon la Constitution, toujours de changer sa locomotion. Mais pourquoi vous marchez avec vos mains? Le mec répond, c'est parce que j'ai promis à ma femme de ne plus mettre les pieds dans un bar. Ah, ici, la bière, c'est pas que la bière. Hein. C'est le psy, le marabout, l'imam, le curé. Mais la bière, c'est du patriotisme. Bon, ok, d'accord, passons. Quand tous les anciens buveurs vont vider le bar, à l'exception d'un monsieur derrière une table bombardée de plus de 600 bouteilles de bière, vous vous dirigerez vers lui en silence après 5 minutes parce que souvent, il y a un jeune homme dans le bar. Il est bleu de nuit et robuste. Derrière lui se tient toujours une jeune fille aux extérieurs pudiques et modernes. Elle a un crâne rasé, belle comme le sourire d'une grenade russe. Un peu comme le sourire de Mère Mado, mon ex-femme. Une femme qui récitait toujours les tables de multiplication et c'est toi qui donnais les réponses tout le long des préliminaires. Ah, Mado. Sans tes réponses, elle n'avait aucun désir. Hein? Mado. Seuls les chiffres faisaient tourner son plaisir. Elle avait des pulsions de Thalès, des fantasmes de Pythagore. Un truc de fou, un corps mystérieux. Ah, avec Mère Mado, nous étions dans la physique quantique. On escaladait les millions, des trillions. Oh, les chiffres prenaient de la valeur. Bon, passons. Dans le bar, le jeune homme robuste porte dans son dos un saxo d'assaut automatique. Il doit sortir droit du conservatoire, ce mec. Attention. Attendez, monsieur. Attendez, votre ex-femme, Mère Mado, mais vous êtes Bayous? Vous êtes Bayous? Bah oui, pourquoi? On se connaît? Bah, nom d'un préservatif en bambou! Mais c'est bien vous, les fils de... Mais je connais votre père, c'est monsieur... Enfin, attends, merde, votre père est un amateur de jazz, n'est-ce pas? Ah ben c'est le professeur d'anglais qui avait 4 femmes. Oh oui,
je le connais. Venez, vous voyez là. Ah, mais c'est là, c'est là. Votre père est mort dans la rue d'à côté, la tête totalement rasée par une bombe infamée. De bombes fabriquées et manipulées par des soldats fous qui un jour venaient de je ne sais où. Oh, votre père. Ah, mais sa viande rôtie par le feu de l'acier, ça a servi de provision aux chefs du quartier. Hein. Bon, pour le moment, parce que c'est difficile, je vous épargne les détails de la mort de votre maman. Ah! Attention, quant au petit chien de votre papa, ben lui, la nuit, il aboie. Dans le ventre des soldats. Pillé, brisé, broyé. Votre chat est le seul rescapé. L'unique félin qui nous restait. Ah, votre chat. C'est Brigitte Bardot qui l'a sauvé. Ah, oui. Les autres, les soldats les chassaient, des engins blindés, encerclés par des hommes castrés, des gros tirs à fendre un immeuble. Hein. Tout un dispositif d'un coup d'État, juste pour chasser un chat. Sinon, ben voilà. Sinon, en dehors de ça, ça va? Quelle nouvelle, hein? Merci. Je ne sais pas si vous vouliez poser des questions. Il y a un petit temps d'échange possible. D'accord, ok. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. On n'a pas. Donc la pièce sera créée au mois de novembre 2015 au Tarmac, donc avec 3 comédiens, dont Julien dans le rôle de Cross, Chris Nyanguna dans le rôle de Chris. La pièce a été un peu écrite pour lui aussi. Et puis un 3e comédien qui est en cours de distribution. Voilà. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez des questions. Effectivement, la vidéo fait fortement écho à cette histoire de ces deux femmes. La mise en scène, parce qu'on a beaucoup entendu le texte, quelle forme ça va prendre, pour moi en tout cas, sur scène? Alors c'est également le metteur en scène. Ouais. Eh bien, ce qui est sûr, vu que les mots, c'est 2 comédiens qui se retrouvent dans une situation de topographe pour retracer un peu la ville d'avant. Mais c'est aussi 2 comédiens qu'on n'oublie pas, c'est 2 comédiens qui prennent là des libertés, un prétexte pour d'abord parler de leur métier, mais surtout retracer par la mémoire la ville qui existait avant. Pour l'instant, ce qui est sûr, moi je privilégie beaucoup l'imaginaire à travers les mots que je ne représenterai pas la ville, il n'y aura pas de grosse construction parce que de toute façon ça n'existe plus cette ville, c'est dans leur tête cette ville, et du coup la mise en scène va suivre un peu de rester dans quelque chose qui donnera chair à l'imagination, plutôt qu'à quelque chose de palpable. Il y aura quand même l'utilisation de l'image ou pas? Non, par contre, depuis le départ, quand j'ai commencé à travailler autour de ce texte, je travaillais au départ avec un photographe qui était intéressé à ce monde de sapeurs. Et du coup, il n'y aura pas ces images, il n'y aura pas cette vidéo, mais je pense mettre une installation en amont, à l'entrée, des photos de Baudouin avec beaucoup de phrases au fond sonore de ces sapeurs, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'ils font. Peut-être qu'il y aura des petites vidéos, mais vraiment en installation en amont, avant l'entrée, pour que les gens prennent connaissance, baignent un peu dans ce milieu avant de rentrer dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions là? Oui. Oui. La pièce va être créée au Tarmac, mais est-ce qu'il y a des représentations prévues à Brazzaville? Et sinon aussi, est-ce qu'il y a déjà eu une lecture ou une présentation du texte à Brazzaville, justement devant ces sapeurs ou pas? Non, pour l'instant, au départ du projet, ce qui est sûr, la première partie de la création du texte était prévue à Brazzaville même, à Brazza et à Kinshasa, parce que ce sont les 2 villes
Mais non, ça se fera tout comme ça. Hélas, vous connaissez l'état du réseau français, les moyens qui sont attribués. Donc nos amis de Kinshasa et de Brazzaville nous ont annoncé très récemment qu'ils faisaient défaut, qu'ils n'avaient pas la capacité de maintenir la résidence de travail, ni d'ailleurs... donc on devait avoir un temps de travail à Kinshasa, à Brazzaville et à Pointe-Noire, donc dans les deux principales villes du Congo, démocratique et à Kinshasa en RDC. Voilà, l'état des finances de ces postes fait qu'ils ont dû renoncer à cette... Maintenant, on a le ferme espoir de pouvoir y jouer quand même. Et je peux vous dire qu'on va inviter l'ensemble de la communauté des sapeurs de Paris, parce qu'ils sont quand même très présents à Château-Rouge. Je pense même qu'on va organiser un défilé, qu'on organisera une manifestation autour pour aussi faire connaître ce mouvement, qui est un mouvement de paix, une fois encore, c'est très clair, hein, et qui... et qui viennent voir la pièce, évidemment. Mais, ça n'a jamais été lu à Brazza. Ça n'a jamais été lu. Non, mais en revanche, c'est... Non. À Brazza. Non. Quelle est la question? J'imagine qu'il y aura un gros budget SAP, pour le coup, dans la production. Parce qu'il y a 6 000 € la paire de pompes, donc... Non, on ne va pas acheter de Weston, non, mais les moyens de la culture sont à peu près identiques aux moyens des instituts français, c'est-à-dire que quand même, c'est pas que simple. Hein. On va pas en parler. Donc, non, mais il y aura évidemment le monde de la SAP sera évoqué, même si on ne sera pas dans un défilé de sapeurs, puisque ce sont des gens qui sont au lendemain de la guerre et qui sont à la recherche dans une ville dévastée, dans le chaos. Donc il y a quelque chose qui sera présent à cet endroit-là, la costumière y travaille, mais on ne sera pas dans un défilé de SAP non plus, je pense pas. Non, je ne crois pas. C'est vrai que l'esprit reste, parce que ça reste des dandys. C'est-à-dire, chez nous on dit, là où il a existé une rivière, même après des années, il y a toujours de l'humidité, quoi. Donc on sentira que ces gens, ils font partie d'un monde des sapeurs. Évidemment, ils cherchent la perte de pompe. Et c'est ça qu'ils vont retrouver. Donc il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Voilà l'une des raisons pourquoi on avait sélectionné ce projet, et notamment le tarmac, qu'on sait qu'il accompagne, est presque unique en France, en tout cas dans sa démarche, des projets à la fois singuliers mais aussi qui ont besoin d'être soutenus, notamment en France mais aussi en Europe. Voilà. Et on les remercie ce matin. Merci.